Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Est-ce que, comme les chefs d'entreprise du MEDEF, vous vous levez pour applaudir le discours de Manuel Valls? Le discours. Des discours. Le problème, c'est que depuis... C'est important les discours en politique. Surtout pour un Premier ministre socialiste qu'on n'avait jamais entendu parler comme ça, Écoutez, du moins en France. Que les entreprises et les chefs d'entreprise, après 2 ans et demi de la manière dont ils ont été traités, comme ils ont été traités, finalement reconnus dans le discours, et en tout cas plus insultés par un membre du gouvernement, applaudissent, c'est finalement assez naturel. Est-ce qu'ils C'est applaudiront... une forme de soulagement, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'ils applaudiront encore dans un an? Parce que le problème de ce gouvernement, en tout cas le problème de ce président de la République, c'est que les engagements ne sont jamais tenus. Regardez, il y a un livre qui sort, je crois, dans les 10 jours, dans lequel c'est Arnaud Montebourg qui en parle. Et il dit à propos de François Hollande, il ment toujours. Voilà, moi j'ai pris le pli de ne pas commenter les discours ni de François Hollande ni de ses ministres, parce que d'une manière générale, ils ne les engagent à rien. Si vous reprenez la série d'engagements qui ont été ceux de François Hollande comme candidat, puis comme président de la République, puis les annonces de ses ministres, parfois des annonces extrêmement précises avec des calendriers, vous avez une immense majorité de choses qui n'ont pas été tenues. Il ment toujours. Depuis le 31 décembre et le 14 janvier, il y a eu, c'était déjà avant le CICE, puis le pacte de responsabilité. Regardez, le pacte de responsabilité, ça a été annoncé pour la première fois il y a 18 mois. Il n'y a toujours rien qui est en œuvre. Non, il y a une le pacte de partie qui a responsabilité, été... c'était le 14 janvier. Non. Conférence de presse du 14 janvier. Les premières annonces d'une initiative de ce genre-là, elles datent d'il y a... Le CICE. Oui, enfin, vous pouvez le tourner de la manière que vous voulez. On peut reprendre la liste des engagements de François Hollande, à commencer par la guerre à la finance d'ailleurs, dont on a vu un exemple récent dans les nominations du gouvernement. On va en parler. Il y a pas, et encore une fois, c'est à gauche qu'on le dit le plus, c'est à gauche qu'on le dit le mieux. Parce qu'aujourd'hui, les électeurs de François Hollande, quel est le premier mot qui leur vient à la bouche? Trahison. Alors on peut bien applaudir un jour parce qu'on a trouvé que le discours était bien, mais les engagements ne sont pas tenus. Manuel Valls ne sera pas Tony Blair. C'est l'avenir qui le dira. En tout cas, il y a une chose qui, je trouve, a été peu commentée et qui, moi, m'a frappée, c'est que le remaniement en lui-même est un échec. Une des grandes promesses de François Hollande, et une des choses qui, je crois, avait fortement été entendue par les Français, c'était la stabilité gouvernementale. C'était l'idée qu'on aurait une démocratie apaisée, que ce serait serein. Vous savez, c'était une des grandes critiques que François Hollande faisait pendant la campagne à Nicolas Sarkozy. Il disait « c'est nerveux ». Dites, la vie politique, elle est plutôt nerveuse en ce moment. En fait, stabilité, on a 4 gouvernements en 2 ans, et puis on a des situations rocambolesques autour du remaniement. On a eu pour la première fois un remaniement qui se faisait non pas par l'annonce progressive au long de la journée de qui serait dans le gouvernement, mais par l'annonce progressive de qui ne voulait pas y être ou prétendait ne pas vouloir y être parce qu'on ne lui avait pas demandé. Et des conférences de presse des ministres et des lettres de ministres sortants au président de la République pour dire ça a été formidable, mais non merci, j'y retourne pas. D'abord, c'est très 4e République. Et puis c'est pas exactement de la stabilité, c'est pas exactement de la sérénité. Et je crois que c'est pas exactement ce que les Français attendent. Alors parlons de 2 nominations précisément qui font parler ou qui font polémique. Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem. Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Les critiques ne sont pas venues seulement de la gauche, mais aussi de vos propres rangs. Un financier technocrate qui va ruiner notre outil de production, a dit Christian Estrosi. Vous préfériez Arnaud Montebourg? Je crois que ce qui choque d'abord, c'est le manque de cohérence. Tout le monde a besoin de cohérence. Y compris l'UMP. Bien sûr, ça c'est pas faux. Mais que ce soit la droite ou la gauche, c'est un besoin, c'est humain. On a envie qu'il y ait un peu de suite dans les idées. Moi, je comprends le désarroi, en particulier des électeurs de gauche, mais c'est un désarroi qui peut s'étendre à tout le monde. Oui, mais je voulais juste votre avis sur la nomination d'Emmanuel Macron. Mais justement, moi, je vous décrit la scène comme on peut la voir. On a un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Jouyet, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, qui annonce depuis le perron de l'Élysée la nomination d'un banquier en remplacement d'Arnaud Montebourg. Bon, François Hollande, il voulait faire la guerre à la finance et il déclare son amour à la banque. C'est troublant.
Et Nicolas Sarkozy a fait l'ouverture, lui, en son temps, pendant son quinquennat. Oui, mais attendez, il l'avait annoncé, et c'était pas un revirement de fond, parce que c'était sur sa ligne à lui, la ligne qui était celle de la campagne, sur ses promesses. C'était pas un revirement de fond comme celui de François Hollande. Attendez, François Hollande, pendant la campagne, parle de faire la guerre à la finance. Vous savez, mon ennemi, là, il est masqué, il se présentera jamais à une élection, mais il gouverne le monde. C'est la finance, et je vais lui coller une taxe à 75%. Vous vous souvenez ce qu'il disait Emmanuel Macron à l'époque? Et il disait, la taxe à 75%, c'est Cuba sans le soleil. Bon, au moins, il a de l'humour. Donc, c'est un poids positif pour lui. Autre cible Oui, mais enfin, pour la c'est pas droite. tout à fait suffisant pour gouverner la France. Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation, une provocation contre les familles, dit Laurent Wauquiez, et pour Éric Ciotti, la porte-parole d'une idéologie dangereuse. Laquelle, Nathalie Kosciusko-Morizet? Vous savez, l'école, ça doit être un lieu, moi je le crois profondément, sacralisé. Un lieu qui est protégé des passions idéologiques. Et le problème, c'est que, le moins qu'on puisse dire, c'est que Najat Vallaud-Belkacem s'est mise parfois d'elle-même, de son propre chef, au cœur de ses passions et de ses débats idéologiques. On n'a pas toujours été frappé par l'ouverture d'esprit de Najat Vallaud-Belkacem. Elle a pu parfois être taxée de sectarisme. Et en l'occurrence, elle avait participé à ce débat sur la théorie des genres. Chacun peut avoir le point de vue qu'il veut sur le sujet, mais faire rentrer le débat au cœur de l'école, en l'occurrence au cœur du ministère, à travers Najat Vallaud-Belkacem, ça heurte ceux qui ont été les plus... Vous parlez des mesures chargées de lutter contre la discrimination ou... En aucune manière. Ça n'a rien à voir. Ou pour favoriser la On n'a pas besoin de théorie pour lutter contre les discriminations. Vous voyez, je vous donne un exemple très concret. De quelle théorie parlez-vous? On parlait de la théorie du genre. Je vous donne un exemple très concret. Du genre. Patrick Cohen, je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai été fortement engagée parce que c'est mon histoire personnelle et parce que j'ai pu le faire quand j'étais notamment ministre du numérique. J'ai été fortement engagée sur la question de la place des femmes dans les formations scientifiques. Je pense que c'est une injustice. Et en plus, je pense que c'est une efficacité. On perd beaucoup de richesses humaines à avoir trop peu de femmes dans les formations scientifiques. En plus, je pense que c'est une injustice qui se poursuit dans l'histoire parce que ça fait bien longtemps que ça dure, mais ça se reproduit aujourd'hui dans le monde du numérique, notamment précisément l'un des objectifs des ABCD de l'égalité. Dans le monde de la programmation. Ben non, justement. Faire en sorte qu'il y ait plus de femmes ingénieurs, par exemple. Lutter contre les discriminations, ça n'a pas besoin de venir chercher à réveiller des débats qui, vous le savez, sont des débats de passion idéologique. La question des ABCD d'égalité, c'était une méthode, une démarche qui venait flirter avec des passions idéologiques. On n'a pas besoin de faire entrer ces débats-là à l'école pour lutter contre les discriminations. Avoir plus de femmes dans les réseaux scientifiques, ça fait des années qu'il y a des travaux sur le sujet. Ça marche très très mal d'ailleurs, ça marche insuffisamment. Donc c'est bien qu'on n'a pas trouvé la clé et je ne crois pas du tout qu'on ait besoin d'aller le mélanger avec des débats passionnels comme les uns ou les autres ont voulu le faire. Moi, je ne suis pas une fan de ces débats-là, je ne me sens pas très très directement concernée pour tout vous dire. Mais je trouve que c'est dommage de faire entrer, à travers cette personnalité, de faire entrer ces débats-là dans l'école. L'école n'a pas besoin de ça. Dans ce climat politique, Nathalie Kosciusko-Morizet, le bureau politique de l'UMP se réunissait hier soir pour déterminer une ligne, notamment sur la question de savoir est-ce qu'il fallait réclamer une dissolution, une démission du président de la République, etc. Et puis, il n'y a rien eu. Dans le communiqué, simplement, on dit, vous demandez à Manuel Valls d'engager rapidement la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement. Il n'y a pas eu d'accord entre vous sur une demande à formuler? Moi, je crois, je l'ai dit dès lundi, dès l'avant même nomination du nouveau gouvernement, dès la démission du gouvernement précédent, je crois que cette question appartient au président de la République. Je ne suis pas fan de ces expressions successives et multiples de nombreuses personnalités réclamant, ou ne réclamant pas d'ailleurs, s'exprimant en tout cas sur la dissolution. Dans la Constitution de la Ve République, c'est vraiment un outil qui est propre au président de la République et je trouve que c'est, de certaine manière, c'est son sujet. Et puis je vais vous dire autre chose, moi je crois que la question ne se pose pas. Je ne crois pas une seconde à la dissolution. Pas son intérêt, on ne voit pas très bien pourquoi il irait faire une dissolution. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais il s'y aventurait, et c'est son choix,
s'il devait être désavoué par le peuple, il a dit lui-même par le passé que président de la République, il en tirerait les conséquences. Il l'a dit et il l'a écrit. Je voudrais vous lire, parce que les mots restent, une citation de François Hollande dans un livre qui porte un beau titre, « Devoir de vérité ». C'est un livre d'entretien avec Elie Plenel. Hein. Ouais, la citation est très très explicite. « Je préconise un exercice de vérification démocratique au milieu de la législature. Si d'aventure, à l'occasion de cette vérification, une crise profonde se produisait, ou des élections législatives intervenaient, contredisant l'élection présidentielle, nous en tirerions toutes les conséquences en quittant la présidence. » Eh bien, une cohabitation ne peut pas avoir lieu dans ces conditions. D'accord. C'est lui-même qui l'écrit. Donc retour aux urnes et en cas de désaveu, démission du président. En revanche, revenons sur la crise que nous traversons peut-être d'un mot. Oui. J'ai lancé lundi ce mot crise de régime qui a trouvé un certain écho puisque finalement il a fait la une de 2 journaux aussi opposés d'habitude sur le fond que Le Figaro et Libération. Ça doit bien être que ça vient, que c'est le ressenti, disons, très largement partagé. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être eu une clarification de la ligne du gouvernement, on verra, mais il y a quelque chose qui est toujours pas clair, c'est est-ce qu'il a une majorité ? Donc il y a une urgence, qui est une urgence à vérifier qu'il a une majorité. Là aussi, c'est l'esprit de la Ve République, de vérifier qu'il y a une majorité. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez signalé, on l'a évoqué hier au bureau politique de l'UMP, mais c'est la raison pour laquelle moi je crois qu'il est urgent qu'il y ait une question de confiance, une déclaration de politique générale et une question de confiance. Et ça ne doit pas être, comme Manuel Valls l'a dit, une option qu'il envisage à horizon du mois d'octobre. Ça doit être... Oui, septembre-octobre et avec un vote. Mais ce n'est pas septembre-octobre, ça doit être le premier acte de ce gouvernement. La Constitution ne l'y oblige pas. Non, mais je pense que c'est nécessaire. La Constitution ne l'y oblige pas, mais c'est la première fois, sans doute, que dans les années récentes, en tout cas, qu'à l'occasion d'un remaniement, on parle de crise de régime. Qu'à l'occasion d'un remaniement, il y a un tel doute sur la question de savoir si le nouveau gouvernement a ou pas encore une majorité. La majorité de François Hollande, c'est une peau de chagrin. Il est déjà minoritaire dans l'opinion, il faut entendre ce qu'en disent les Français, et il est aujourd'hui peut-être minoritaire parmi sa majorité politique. C'est curieux de dire ça, mais c'est vrai, minoritaire parmi sa majorité politique. Donc le premier acte de ce gouvernement, ça doit être un vote de confiance. Sinon, on risque de rester dans le règne de l'équivoque dans lequel se plaît tellement François Hollande, mais je crois qu'il n'est pas bon pour les Français. Nathalie Kosciusko-Morizet, on poursuit cet entretien dans quelques minutes après la revue de presse avec les auditeurs de France Inter qui interviennent. France Inter, le 7-9, intervenez. Présidente du groupe UMP au Conseil de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée ce matin. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que les auditeurs internautes de France Inter ont pensé de la première partie de notre entretien? Nathalie Kosciusko-Morizet, Hélène Roussel est là pour cela. Hélène. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors lu sur internet franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot-clé interactive. Ne nous dites pas ce que vous ne feriez pas, dites-nous ce que vous ferez en 2017, vous dit donc cet internaute. Dans le même registre, Joss Moreau nous dit pas que NKM parle de crise de régime, crise d'idées politiques crédibles surtout. Où sont vos propositions? Beaucoup de réactions, surtout après vos propos sur l'école. Pourquoi se déporter sur un thème d'extrême droite? Théorie imaginaire du genre pour masquer vos convergences avec Valls 2, dit Cyril Jo. NKM cherche des problèmes où il n'y en a pas. Les ABCD de l'égalité ne sont pas idéologiques, leurs détracteurs le sont. Eux, oui, nous dit encore cet autre internaute, toujours avec le hashtag, le mot-clé interactive. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous laisse le choix de... Je peux prendre les deux? Les questions, oui, vous prenez ce que vous voulez. Je commence par la théorie du genre et je reviendrai sur les propositions. Oui. Soyons clairs, moi je trouve que peut avoir le débat. J'ai lu des choses sur ces questions que je trouvais parfois intéressantes, parfois farfelues. Ce que je dis juste, c'est que tant qu'un débat n'est pas purgé, quand on est dans le champ des passions, il faut le garder en dehors de l'école. Voilà. Et il y a tout ce qu'il faut pour lutter contre les discriminations. Et j'en citais quelques-unes qui m'avaient particulièrement frappée. Moi-même, d'ailleurs, j'avais cherché les bons leviers et c'est pas facile. Je parlais de la place des filles dans les études scientifiques. Il y a tout ce qu'il faut pour lutter contre les discriminations sans faire entrer les passions idéologiques dans l'école. Après, les adultes ont le point de vue qu'ils veulent
sur ces débats-là, mais je trouve que ça reste en dehors de l'école. Ceux qui ont fait rentrer les passions dans ce débat sont ceux qui ont caricaturé les ABCD de l'égalité. Vous pourriez. D'ailleurs, je m'attendais plutôt à ça. Mais vous pourriez les fustiger. Mais on peut très bien le considérer. Moi, ce que je veux, mais je fustige personne. J'ai été surpris. Je fustige personne. Ce que je veux, c'est juste que ça rentre pas dans l'école. Je trouve qu'on a assez de problèmes avec l'école, et en particulier avec l'école primaire. On a assez de problèmes avec l'école, et en particulier avec l'école primaire, pour pas en plus faire rentrer du débat qui tourne au débat politique à l'intérieur de l'école. Alors, passons aux propositions. Attendez, sur les propositions. C'est important parce qu'il y a déjà des programmes qui circulent ou qui ont été présentés au sein de l'UMP. Je vais vous prendre un exemple très concret de sujets sur lesquels on n'arrive pas à avancer. De sujets sur lesquels Manuel Valls, hier, a promis d'ailleurs d'avancer. Et je pense, moi, qu'il va être gêné par son défaut de majorité. Le travail le dimanche. C'est un sujet qui avait déjà fait débat dans la précédente majorité. Il y avait une loi qui était une loi d'équilibre. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que ça aille plus loin. Voyez. Mais il y a une loi qui permet un certain nombre de choses. Bon. Aujourd'hui, ça coince, ça grince. Manuel Valls reconnaissait hier au MEDEF qu'il faudrait aller plus loin. En fait, on peut déjà aller plus loin par endroits. Par exemple, à Paris. Pourquoi ? Parce que Paris est une ville dite touristique. On pourrait ouvrir le travail le dimanche. On pourrait avoir dans les zones commerciales où les touristes souhaitent acheter le dimanche et finalement, du coup, préfèrent aller acheter à Londres, on pourrait ouvrir les boutiques. Nathalie on ne le sait pas. Ça a été un débat de la dernière campagne municipale. C'est un débat très actuel. Il en a parlé hier au MEDEF. C'est sans doute un débat actuel, mais c'est un sujet très mineur par rapport à ce que François Fillon... Vous connaissez François Fillon. Par rapport à ce que François Fillon, il y a quelques semaines, a mis sur la table en disant mon programme pour la présidentielle, c'est l'abolition des 35 heures, la suppression du CDI, la dégressivité des allocations chômage, 100 milliards d'économies supplémentaires sur les dépenses publiques. Est-ce que vous vous sentez proche de ce type de mesure qui serait une thérapie choc pour l'économie française ? Et réplicable, l'affaire du travail le dimanche. Regardez, l'affaire de l'assouplissement des 35 heures. Emmanuel Macron, là, aurait fait un article pour dire qu'il était favorable à l'assouplissement des 35 heures. Mais je dis chiche sur le travail le dimanche, je le réclame depuis des années à Paris, comme je dis chiche sur les 35 heures. Le problème... Tout à l'heure, vous disiez non, moi je crois en Thomas, rien, c'est les auditeurs là, qui interviennent. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Moi, j'ai jamais hésité à voter une loi ou un article dont je trouvais qu'il allait dans le bon sens. Je vous donne un exemple très concret, la réforme ferroviaire. Moi, j'ai voté pour la réforme ferroviaire parce que c'est quelque chose que j'avais engagé comme ministre. Et même si je trouvais que la réforme telle qu'elle a été proposée par ce gouvernement n'allait pas assez loin, elle allait dans le sens de ce que j'avais engagé comme ministre avec les assises du ferroviaire. Donc j'ai voté pour. Je n'hésite pas à voter pour un texte de loi du gouvernement quand je trouve qu'il va dans le bon sens. Je dis simplement qu'il y a un décalage entre la parole et les actes. On l'a vu sur le travail le dimanche, on le verra sur les 35 heures, on le verra sur toutes ces belles annonces qui ont été celles de Manuel Valls hier, parce que c'est la loi de ce quinquennat depuis que François Hollande est arrivé. Ses propos ne l'engagent pas, ses paroles ne l'engagent pas. Reprenez toutes ces déclarations les unes après les autres, tous ces discours les plus solennels du 14 juillet, du 1er janvier. C'est très peu suivi des faits. Vous n'avez pas répondu sur les propositions de François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais l'auditeur me posait la question de mes propositions. Et je vous donnais deux exemples concrets. Des propositions de l'UMP en général, c'est pour ça. Je vous donnais deux exemples concrets sur lesquels, moi, je serais prêt à suivre. Et même, c'est quelque chose qu'on a demandé. Encore une fois, le travail du dimanche à Paris, on l'a demandé. Mais ça ne se fait pas. D'accord. L'abolition des 35 heures, suppression des CDI, dégressivité des allocations chômage. Sur par exemple, le deuxième sujet que vous citez, qui est un bon exemple, moi je ne suis pas pour la suppression des CDI, je suis pour qu'on travaille sur le contrat de travail unique. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui, on a une complexité de la multiplication des contrats de travail qui est problématique pour les chefs d'entreprise, qui n'est pas satisfaisante non plus pour les salariés. C'est-à-dire que c'est un système qui est vraiment à plusieurs étages et qui en fait produit de l'exclusion, quoi. Le Graal, c'est le CDI, et quand vous n'êtes pas dans le CDI, vous ramez, et le CDI devient de plus en plus difficile à atteindre, parce que pour les patrons qui cherchent à avoir de la flexibilité, le jeu, c'est de multiplier les CDD, l'intérim et finalement toutes sortes de précarités. Donc le contrat de travail unique, c'est-à-dire l'acquisition progressive de droits autour d'un contrat de travail qui serait le même pour tous, je trouve que c'est vraiment intéressant et qu'il faudrait le travailler. Au Standard d'Inter, Laurent nous appelle de Metz. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick, bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. On a déjà discuté ensemble il y a 2 mois avant les vacances. Alors, comme des fois les vacances portent conseil, est-ce que vous avez enfin décidé de vous affranchir de Nicolas Sarkozy ?
Alors, Laurent, on avait discuté ensemble sur l'antenne d'Inter ? Oui, c'est sur l'antenne d'Inter, apparemment, d'après ce que je comprends. Hein. C'est ça, Laurent ? Exactement. Voilà. D'accord. Je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous satisfaire, Laurent, mais qui est la mienne. Moi, je pense que ce qui se passe en ce moment au gouvernement confirme. Et ça fait, le remaniement vient le confirmer, mais depuis le début du quinquennat d'Hollande, tous les mois, c'est un peu plus, confirme le choix qui avait été le mien en 2012, de soutenir et de faire activement la campagne de Nicolas Sarkozy. Je croyais en 2012 que Nicolas Sarkozy était bien meilleur président pour la France que François Hollande. On a été... car il y a eu 5% des Français à le croire, mais ce n'était pas assez. Il y en avait 51,5% qui croyaient le contraire. Je crois que la proportion s'est aujourd'hui bien inversée et je crois surtout que chaque jour qui a passé est venu confirmer. Vous voyez, je donnais l'exemple tout à l'heure de la question de la stabilité gouvernementale, de la sérénité, de l'apaisement et tout simplement de la capacité à gouverner. François Hollande avait beaucoup martelé ça pendant la campagne en disant que tout changerait, que c'était trop nerveux, trop anxiogène avec Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas comment vous avez trouvé les derniers jours. J'ai trouvé que c'était un peu anxiogène. Ça, c'est pour le comparatif. Au moins burlesque. Maintenant, voilà. pour l'avenir. Et pour les semaines à venir. Mais attendez, je réponds à Laurent, puisque manifestement, Laurent a de la suite dans les idées, qui est quelque chose que j'apprécie. Pour les semaines à venir, moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP. Alors, c'est son choix, il le décidera, c'est lui qui dira. Mais je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP. Je pense que dans la situation que nous traversons, nous avons... il y a urgence, en fait. Il y a urgence à avoir une voix pour l'opposition. Il y a urgence à ce que l'opposition soit véritablement et fortement incarnée. Il y a urgence à ce qu'elle puisse se reconstruire. Et moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat. Soit candidat et soit président de l'UMP. J'imagine que... si je souhaite qu'il soit candidat, c'est pas pour qu'il C'est pour qu'il soit président de l'UMP. Oui, et ce sera une primaire présidentielle avant l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans ce cas-là. Mais je souhaite par ailleurs qu'il y ait une primaire en 2016. Moi, je suis... Une primaire ouverte, comme le veut Alain Juppé. Et plus que ouverte aux militants, ouverte aux sympathisants. Ouverte, ça veut dire ouverte à tous les Français. Oui. Mais je souhaite aussi que cette primaire soit l'occasion de discuter avec le centre. Je l'ai dit, je défends le principe de la primaire. Je l'ai défendu à Paris. Je défends le principe de la primaire. Je trouve que c'est un instrument qui est moderne, qui est contemporain. Je trouve que nous avions eu tort de critiquer tellement le Parti socialiste quand il avait fait sa primaire. Moi, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Je me suis battue pour qu'il y en ait une lors de la campagne de Paris. Je trouve que ça devrait être la règle, en fait, quand il n'y a pas de sortant. Je souhaiterais, moi, que l'UMP, dans ses réformes, institue le principe que c'est la règle pour les grandes élections quand il n'y a pas de sortant. Et je souhaite qu'elle ait lieu en 2016. Un mot de Thomas Legrand avant de retourner au standard. Vous voulez que Nicolas Sarkozy se présente à la tête de l'UMP. Vous savez sur quelle ligne? Parce que la dernière fois qu'on a entendu parler à l'oral Nicolas Sarkozy, c'était plutôt la ligne Buisson. Est-ce qu'il a évolué ou est-ce que c'est simplement l'homme? Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé, comme vous dites à l'oral, depuis très longtemps sur les questions politiques. Donc on ne sait pas sur quelle ligne il reviendrait. C'est juste l'homme alors. Mais ce que je crois, Thomas Legrand, et ce que je défends, et avec plus ou moins de succès, hein, vous l'avez vu, vous avez souligné vous-même par le passé, mais ce que je défends, moi, ce que j'aime retrouver dans Nicolas Sarkozy, c'est sa capacité à faire synthèse, comme ça avait été le cas en 2007. Souvenez-vous, la campagne de 2007, il y avait une capacité à faire synthèse. Souvenez-vous d'un certain nombre d'événements marquants du quinquennat. Tenez, Patrick Cohen rappelait tout à l'heure l'ouverture, qui n'avait pas forcément plu beaucoup à notre électorat. L'ouverture, ça n'a rien à voir avec le revirement qu'a fait François Hollande. Aujourd'hui, il fait campagne sur la guerre à la finance, et puis après, il embrasse la finance. Non, l'ouverture, c'est essayer de rassembler le plus largement possible sur une ligne qui, sur certains sujets, dépasse les clivages des partis politiques. Ça m'a frappé dans les commentaires avant notre émission. Il y a eu cette question de dépasser... Il y a eu ses revirements aussi. Hein. Cette question du dépassement des clivages politiques sur des sujets qui sont majeurs pour la France, je pense qu'elle est aujourd'hui posée et présente dans le cœur des Français. En tout cas, vous avez parfaitement répondu à l'auditeur qui vous demandait... Si vous étiez affranchi de Nicolas Sarkozy, non, là vous avez parfaitement répondu, c'est exactement le contraire. Au standard d'Inter, Michel nous appelle du Puy-de-Dôme. Vous pouvez respecter les convictions même quand ce n'est pas les vôtres.
Affranchir, ça veut dire quoi? Moi, je suis tout à fait affranchi. C'était la question de l'auditeur. Ouais, je suis tout à fait affranchi. Est-ce que vous êtes affranchi de Nicolas Sarkozy? Mais j'aime pas le mot affranchi. Je vous réponds sur des convictions politiques. Et je vous réponds, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, il faut que l'opposition soit incarnée. Ça m'empêche pas d'être très, très affranchi. Je n'ai rien dit d'autre. Michel nous appelle depuis Dôme. Bonjour Patrick Cohen, bonjour Madame Morizet. Bonjour monsieur. J'ai une question très précise sur la cohabitation, la position de l'UMP par rapport à ce problème. Mais je voudrais faire un commentaire, si vous me permettez, très bref, par rapport aux questions et aux réponses et à la manière dont les gens répondent à vos questions. Voilà, je fais allusion à ce qu'a dit Stéphane Richard tout à l'heure. Premièrement, il a dit qu'il avait été élu au conseil d'administration grâce à la voix des salariés. C'est pas vrai, pas entièrement. Et il a dit que M. Emmanuel Macron, ses parents, étaient d'origine modeste. Or, ils étaient médecins. Voilà, ce serait bien que les journalistes puissent vérifier les réponses des sur le premier point, il avait juste signalé qu'il avait obtenu la confiance du conseil d'administration qui lui avait été renouvelé pour la tête d'Orange. Dans les voix des salariés, a-t-il dit, je me permets. Oui, et c'est pas exact. Ah non, pas. Il faut vérifier. D'accord. Voilà. J'en viens à ma question précise pour Mme Kosciusko-Morizet. Oui. Voilà. Vous avez dit, il me semble, c'est vous, ou j'ai entendu dans le journal précédemment, qu'en cas de dissolution, l'UMP refuserait une cohabitation. Or, la cohabitation, elle est permise, elle est prévue par la Constitution de la Ve République. Elle a été mise en œuvre notamment entre 1997 et 2002 avec le gouvernement Jospin. De mémoire, Jospin et ses ministres ont pu mener leur politique tranquillement, même s'il y avait M. Chirac comme président. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi cette disposition qui est constitutionnelle, elle est maintenant contestée. L'UMP qui défend bec et ongle la Ve République qui est sujette à caution en ce moment. Et enfin, je finirai par demander à Mme Kosciusko-Morizet si ça s'est bien passé ce matin, pour venir jusqu'au studio en métro. Voilà, merci de votre réponse sur la première question. Merci Michel. Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, je précise à Michel que je suis venue en taxi, je repartirai en scooter, mais comme je covoiture en scooter, je ne lui propose pas de m'accompagner. Sur la dissolution, soyons clairs, il y a une possibilité constitutionnelle de cohabitation. Michel, vous avez entièrement raison, c'est une possibilité qui n'est pas inscrite en tant que telle dans la Constitution, mais qui de fait est inscrite dans les institutions de la Ve République et qui d'ailleurs a été mise en œuvre déjà à plusieurs reprises par le passé. Moi, ce que je dis, c'est que, d'abord, je ne crois pas que la question se pose parce que je ne crois pas à la dissolution. Donc tout ça, c'est vraiment des questions. Je trouve que nous en parlons, y compris nous, l'opposition, nous en parlons beaucoup trop. Parce que vous êtes attaché à la Constitution de la Ve République, Michel, moi aussi, et c'est une prérogative du président de la République. Donc voilà, c'est à lui de décider. Mais ce que je dis aussi... Donc c'est très improbable et très virtuel. C'est très improbable, très virtuel. Mais ce que je dis enfin, c'est que de toute façon, par avance, François Hollande avait lui-même fermé de banc cette question dans un livre que j'ai cité, dans lequel il disait si il y avait élection législative à mi-mandat et que le président les perdait, le président devrait partir. Il l'a écrit lui-même, personne n'a forcé à l'écrire. C'est un livre qui s'appelle Devoir de vérité, ça se passait en 2006. Vous me direz, il change souvent d'avis, mais dans ce cas-là, il faut qu'il le précise. Vous pensez toujours que l'UMP devrait changer de nom? Ah oui. Et vendre le siège? Non, mais attendez, soyons précis. Moi, je pense que l'UMP doit se refonder entièrement. Je pense qu'on est au moment de la refondation. Et changer de nom, c'est pas comme ce que j'ai entendu ici ou là du marketing. Les mots sont porteurs du sens. Donc changer de nom, c'est redonner du sens en fait. C'est redire où on est. Et pourquoi changer de siège? Parce que aujourd'hui le siège, il y a un problème de répartition des moyens entre les fédérations qui sont les lieux vivants du parti, qui doivent être vivants du parti, et le siège qui est très très vaste, qui est symboliquement le lieu d'une très grosse administration en quelque sorte. Le siège, il symbolise un parti extrêmement centralisé. Moi, je souhaite que ces moyens-là soient réinvestis dans l'action locale. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Restez avec nous dans un court instant. Le billet de Daniel Morin.